L'hypnose, elle fascine, on en parle. Elle est aujourd'hui partout, à la télévision, sur scène, sur YouTube, dans la rue, dans les cabinets médicaux. Mais au fond, c'est quoi l'hypnose? Et qui sont ceux qui prétendent maîtriser cette méthode? Qui sont-ils et surtout comment font-ils? L'hypnose, à quoi sert-elle? Est-ce une méthode pour soigner les addictions et les phobies? Une simple technique médicale? Un tour de magie? Une arnaque bien rodée? Ou un art du spectacle? Notre soif de connaissances nous a poussé à creuser le sujet. Bonjour, bonsoir, et bienvenue dans ce premier numéro de Voyons ça. Aujourd'hui, nous sommes intéressés à l'hypnose. Notre ouvrage débutera avec Victor Accard, jeune hypnotiseur angevin, qui nous expliquera en quoi consiste cette méthode et ses origines. Puis nous irons à la découverte de Patricia Dubreuil, hypnothérapeute, qui nous parlera du côté médical de cette méthode. Et enfin, je me soumettrai moi-même à une séance d'hypnose menée par Victor Accard. Ladies and gentlemen, soyez les bienvenus dans Voyons ça. Bonjour Victor. Bonjour Adriano. Alors Victor, qu'est-ce que l'hypnose concrètement? Alors pour faire court, on peut définir l'hypnose comme un état modifié de conscience qui se trouve en fait entre le sommeil et le conscient. Cet état modifié de conscience appelle également état hypnotique. L'être humain, croyez-le ou non, et croyez-moi, vous mieux le croire, parce que c'est vrai, c'est Mesmer le fascinateur qui l'a dit. J'en étais où moi? Oui. L'être humain le vit environ 6 fois par jour. Non pas 5, ni 7, mais bien 6. J'imagine que vous voulez un exemple. Bon ok, je me dévoue. Vous êtes en train de conduire. Et si vous n'avez pas votre permis, tant pis pour vous. Vous allez au travail. Là encore, si vous êtes chômeur, c'est pas mon problème. Concentrez-vous un peu sur ce que je dis. Vous roulez sur une route que vous connaissez par cœur, vu que vous l'empruntez tous les jours, sauf le dimanche. Vous êtes plongé dans vos pensées. Vous pensez à ce que vous allez manger le soir, ou au dossier que vous allez traiter. Vous êtes tellement dans vos pensées que vous ne prêtez même plus attention à la radio, à la route. Même si instinctivement, vous allez prendre le bon chemin. Et pour vous, le trajet dure moins longtemps que d'habitude, car vous ne faites même plus attention au temps qui passe. Mais un danger se manifeste. Une biche sauvage traverse la route devant vous. Oui, une biche en pleine ville, c'est possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Et en moins de 2 secondes, vous allez sortir de vos pensées. Cet état modifié de conscience où on est proche de l'inconscient, mais où le conscient reste en alerte. On peut donc définir l'hypnose, plutôt l'état hypnotique, comme un état modifié de conscience où la perception spatiale et temporelle est modifiée. D'ailleurs, le titre du spectacle de Mesmer est intemporel. Dans son spectacle, Mesmer explique bien les dangers de l'hypnose, et surtout l'hypnose face aux dangers. À votre avis, peut-on hypnotiser quelqu'un pour qu'il se suicide? Oui, non, je vous laisse réfléchir. Alors en tout cas, je souhaite dire bravo à tous ceux qui ont dit oui. Car ils ont tort. Non mesdames, non messieurs, non autres Illuminati reptiliens, on ne peut forcer quelqu'un sous hypnose. Que ce soit pour tuer quelqu'un, se tuer ou faire un salto arrière, si la personne ne le veut pas, si c'est un danger pour la personne et si la personne en est incapable, l'hypnotisé sortira de cet état modifié de conscience. Bon, après, si la personne est un dangereux psychopathe et qu'on lui dit de tuer tout le monde, elle le fera, bon, ok. Mais bon, ce sera pas de la faute de l'hypnotiseur, hein. Juste de l'hypnotisé qui est juste un gros taré dans sa teuté. D'ailleurs, je trouve que c'est le bon moment de parler avec vous de l'éthique de l'hypnose. Car oui, en hypnose, nous avons une certaine éthique, nous avons des règles à respecter. Je vais vous parler en premier lieu des dangers de l'hypnose de rue. Si vous vous faites aborder par un type suspect qui vous propose de vivre l'hypnose, faites bien attention. Certains apprennent l'hypnose afin de pouvoir vous voler. Il vous fait une séance de treat hypnose, tout ce qu'il y a de plus normal, mais profite que vous soyez dans un état second pour vous voler. Par exemple, il vous dit que votre montre en or, ou en argent ou en plastique, ça dépend, en fait cette montre-là c'est la sienne, et vous devez la lui rendre. Vous pouvez accepter cette suggestion, et vous donnez votre montre, et il vous fait oublier cette partie par une simple amnésie, en vous disant simplement « Désormais tu as oublié ce qui vient de se passer, tu as oublié que tu m'as donné cette montre ». Le fait de dire 7 suggère l'idée que ce n'est plus la vôtre. Puis il s'en va, après vous avoir réveillé, ou non d'ailleurs.
Et c'est plus tard que vous vous rendez compte que la montre que vous portiez n'est plus à votre poignet. Et ce genre de pratique va à l'encontre de l'éthique des hypnotiseurs de rue. Il y a plusieurs règles à respecter quand on pratique l'hypnose. L'hypnotiseur ne doit en aucun cas plonger la personne dans son propre passé, ou dans des situations dans lesquelles elle se sente mal à l'aise. Par exemple, utiliser la métaphore d'un ascenseur pour induire la personne en état hypnotique profond peut mettre la personne mal à l'aise si elle a la phobie des ascenseurs ou si elle est claustrophobe. Suggérer à quelqu'un qu'il est un enfant de 7 ans peut amener un état de dépression si la personne a vécu un événement traumatisant à l'âge de ses 7 ans. L'hypnotiseur doit proposer des suggestions neutres, qui n'impliquent pas le passé ou le futur. Tout doit être vécu dans le présent et de manière globale, sans trop de précision. Seul l'hypnotisé vit son rêve. L'hypnotiseur le guide uniquement. L'hypnotiseur de rue, qui ne possède pas de formation d'hypnothérapie, ne doit pas utiliser l'hypnose afin de guérir, que ce soit pour une anesthésie hypnotique ou soigner une addiction, cela doit être fait par un professionnel. Et surtout, ne pas pratiquer l'hypnose pour sa satisfaction personnelle, il faut pratiquer pour apporter du bien-être. Et une règle importante, ne pas hypnotiser n'importe qui et encore moins n'importe comment. Il est déconseillé d'hypnotiser des personnes mineures, pour une simple raison. Les personnes mineures sont encore en développement cérébral, et l'état hypnotique, si elle est induite brutalement, notamment par la street hypnose, peut perturber le développement cérébral. C'est pour cela qu'il est conseillé de sélectionner des sujets de 20 ans minimum. Et donc, quelles sont les origines de l'hypnose? Alors pour les origines de l'hypnose, on a retrouvé des traces archéologiques datant de l'ère sumérienne, même préhistorique. Les prêtres chamaniques utilisaient le magnétisme et son pouvoir pour guérir les malades. On a même retrouvé des traces de magnétisme et d'hypnotisme en Égypte antique. Et depuis, l'hypnose a évolué. Alors concernant l'hypnose dite contemporaine, en fait c'est Franz Anton Mesmer qui a travaillé sur le magnétisme animal en premier lieu, puis a développé ces techniques de magnétisme et d'hypnotisme sur les êtres humains, et a donc trouvé des solutions à leurs problèmes, à leurs maladies, à tous leurs petits soucis, et a réussi à les soigner. Malgré ses recherches fructueuses et les nombreuses guérisons des patients, Mesmer a été discrédité par la communauté scientifique. Ce rejet enferma Mesmer dans une dépression. Il pensait que tous ses travaux n'étaient en rien scientifiques, que ce n'était qu'un don qu'il aurait reçu, que tout son travail n'était que de l'ordre du religieux. Louis XVI demanda plus tard à l'Académie des sciences d'analyser de près, mais genre de très près, au microscope, la doctrine de Mesmer. Pourquoi de si près, me demanderez-vous? Eh bien parce que Mesmer, en réalité, écrivait tout petit. Trêve de blaguemosie, je disais donc que l'Académie des sciences a analysé la doctrine de Mesmer, et en conclut la chose suivante. Tout ça, c'est que des conneries, c'est pas possible d'hypnotiser des gens. Pour eux, il s'agissait soit d'une arnaque, soit d'une illusion. Impossible que Mesmer ait pu soigner ses patients sans les toucher, juste par la parole. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. L'élève de Mesmer, le marquis de Puységur, un brave gaillard, reprit les travaux de son maître. Il se rendit compte qu'un des patients, semblant dormir, était dans un état avancé de relaxation, très proche du sommeil, mais qu'il était encore apte à parler normalement. Il était complètement lucide, voire plus qu'à l'état normal, puisqu'il avait accès à des souvenirs qu'il avait enfuis. Le patient trouva une cause à son problème, et trouva même une solution. En se réveillant, il allait en partie déjà mieux. La conclusion du marquis est qu'en réalité, Mesmer n'avait pas soigné les patients, il leur avait simplement suggéré de se guérir eux-mêmes. Ce n'était pas un don surnaturel, ce n'était pas un pouvoir divin, juste des méthodes de persuasion avancées. Donc l'hypnose, nous avons bien compris que donc, ce n'était pas un don, ce n'est pas quelque chose de factice, c'est une science. Donc on peut supposer que ça s'apprend. Et existe-t-il une méthode, quelque chose? Alors pour apprendre l'hypnose, il y a beaucoup de manières. Moi personnellement, j'ai appris par des vidéos sur internet, en regardant beaucoup de documentaires sur l'hypnose, en lisant plusieurs livres sur l'hypnose, notamment un livre de Jean-Emmanuel Combes qui s'appelle La Voix de l'inconscient. Jean-Emmanuel Combes est en fait le fondateur de la street hypnose en France. Premier point, qu'est-ce que la street hypnose? La street hypnose, c'est l'hypnose de rue. Voilà, ni plus ni moins. Notre but, se balader dans la rue, aborder les gens de préférence sur une terrasse, et leur proposer de vivre une séance de bien-être grâce à l'hypnose. Et si vous aussi, vous voulez devenir hypnotiseur, alors ce livre est fait pour vous. Pourquoi ce livre est fait pour vous? Parce que tout y est expliqué en détail, de A à Z. L'histoire de l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose? Et qui sont ceux qui prétendent maîtriser cette méthode? Ah non, ça c'est la traduction là. Je suis un peu perdu. Bref.
On était où? Tout est expliqué dans les moindres détails. Que ce soit les méthodes, que ce soit des conseils pour vous aider à avoir confiance en vous, que ce soit les dangers de l'hypnose pour vous prévenir de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout, c'est imagé. Il y a des images qui montrent les gestes à reproduire. Il y a des phrases toutes faites pour vous aider à commencer. Bien sûr, après, il faudra développer vos propres méthodes. Mais ce livre est parfait pour un débutant. Maintenant, Adriano, je te propose d'aller voir Patricia Dubreuil. Bah allons-y. Je vais en pouvoir. Je suis actuellement avec Patricia Dubreuil, hypnothérapeute. Bonjour. Alors Patricia, je peux vous appeler Patricia? Oui. Alors d'abord, quel titre vous donne-t-on? Est-ce qu'on vous appelle docteur? Comment? Voilà, donc non, on n'a pas du tout de légitimité à être appelé docteur en fait. Hein. On est juste hypnothérapeute. Certaines personnes nous appellent hypnotiseurs parce qu'ils ne savent pas trop. Hein. Mais on a pour viser quand même de s'appuyer sur une thérapie auprès des patients que l'on va voir. D'accord. Alors tous les deux, on pratique l'hypnose. Moi, je pratique l'hypnose de rue, vous pratiquez l'hypnothérapie. Ouais. Alors en quoi nos méthodes sont différentes? Qu'est-ce qui permet justement de différencier l'hypnose de rue et l'hypnothérapie? L'hypnose de rue, vous allez pouvoir en parler mieux que moi. Hein. C'est vrai que l'hypnose thérapie, on va dire, le but est de pouvoir faire un changement au niveau de l'inconscient pour pouvoir améliorer l'état de la personne. En fait, on cherche un changement. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un qui a une addiction, quelle qu'elle soit, alcool, cigarette, jeu ou autre, le but est en thérapie de pouvoir le faire changer et ne plus être dépendant de cette addiction dans ces cas-là. D'accord. Alors, du coup, concernant les méthodes. Ouais. Alors, les méthodes d'hypnose de rue n'ont vraiment rien à voir avec vos méthodes. Non. J'ai pu en faire l'expérience. C'est complètement différent. Vous, l'induction est beaucoup plus longue que la nôtre. Exactement. Parce qu'on a affaire, vous, c'est vrai que vous cherchez des gens dans la rue qui vont être très facilement et très rapidement hypnotisables, si on peut dire. Nous, en cabinet, on ne sait pas à qui on a affaire et bien souvent, il y a déjà un premier frein, une première peur à venir se faire soigner par hypnose, en fait. Donc, comme il y a un contrôle qui se fait, c'est beaucoup plus long, mais il y a certaines personnes, je m'aperçois, en 10 minutes comme vous, elle va partir dans l'état hypnotique. On a différentes profondeurs aussi, hein, et d'autres, il va falloir pratiquement une demi-heure pour les mettre dans un état hypnotique, en fait. Hein, donc voilà. Alors du coup, comment on appelle votre hypnose? C'est hypnose ericksonienne, si je ne me trompe pas. Oui, pour moi, c'est l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire que l'on va... par des métaphores essentiellement, hein, ou par une liberté à laisser la personne rentrer à l'intérieur d'elle-même, en fait. Hein. Et on est plus en état plongeant que, c'est-à-dire de faire rentrer la personne à l'intérieur d'elle-même, contrairement à la nouvelle hypnose, en fait, hein, d'Olivier Leckert, par exemple, que j'admire beaucoup, mais qui, lui, va être plus sur une hypnose qui va s'ouvrir vers l'univers, vers le monde. C'est ça. Donc, nous, notre but, en fait, c'est d'émerveiller les personnes. Ils ne connaissent pas l'hypnose, on leur montre ce qu'est l'hypnose, mais par l'émerveillement. D'accord, ok. C'est plutôt ça, c'est leur montrer qu'en fait, ils peuvent faire des choses incroyables. En fait, ils contrôlent plus leur corps sous hypnose, ça, c'est ce que j'avais expliqué déjà dans la vidéo. Ouais. Et alors déjà le fait qu'ils contrôlent plus leur corps, mais que finalement ils ne contrôlent pas, c'est là le paradoxe. C'est le fait qu'on puisse leur faire bloquer le bras, c'est eux qui bloquent leur bras, mais pour eux c'est nous qui avons bloqué leur bras, alors que c'est eux qui contrôlent leur bras. Voilà, c'est ça. C'est assez paradoxal, mais... Ouais, exactement. Alors que c'est vrai que nous, en hypnose ericksonienne, on peut faire des lévitations de bras, on peut également créer des engourdissements, des anesthésies et tout. Ça dépend de ce que l'on cherche à faire chez la personne. Quelqu'un qui à la limite n'a pas confiance en soi, on peut presque faire une lévitation de main pour montrer qu'elle est capable, en fait. Donc voilà. Donc il y a des similitudes quand même entre nos deux pratiques, mais qui seront de façon différente et avec des visées, des objectifs différents. Alors, donc, comme je disais, comme j'avais expliqué dans la vidéo, on peut apprendre l'hypnose de rue par des livres, par des vidéos, mais comment on peut apprendre l'hypnose thérapeutique? Est-ce que ça s'apprend de la même manière ou est-ce qu'on l'apprend soi-même? Est-ce qu'il y a des formations spéciales? Alors, on est en thérapie, on est avec des formations spécifiques en fait. Donc moi,
il y a 6 ans que je suis formée. En France, ce n'était vraiment adressé il y a 6-7 ans qu'au corps médical et principalement infirmière, anesthésiste, médecin. Donc je suis partie en Suisse faire ma formation, mais c'est une formation qui a une certaine durée, qui a un certain nombre d'heures en fait, c'est surtout ça. Et c'est qu'au bout de, si les souvenirs sont bons, c'est un peu plus de 150 heures, je crois, voire 170, où il y a une validation par un diplôme, donc avec des cas précis et ça. Donc l'hypnose, non, thérapeutique ne peut pas s'apprendre en soi par les livres ou par des vidéos. On peut apprendre à faire des inductions comme vous apprenez à le faire avec les inductions de rue en fait. Mais nous après il y a toute la base médicale en fait, les différentes pathologies qu'on est à même que l'on va traiter et tout, connaître déjà la pathologie et puis voir après comment est-ce que l'on va appliquer et quelle méthode, on a plein de boîtes à outils que l'on apprend en fait. D'accord. Et est-ce que alors le fait justement de pratiquer l'hypnothérapie sans avoir de formation peut être dangereux pour la personne? Enfin, pour oui, parce que après, comme vous dites, ça peut être quelqu'un en hypnose de rue qui veut essayer d'aider une personne, en fait, mais après, si on n'est pas, enfin, on peut essayer de dire à la personne qui, par exemple, je prends une douleur dans le bras, on l'hypnotise comme ça en disant ton bras va s'arrêter d'avoir mal ou un truc comme ça, et que s'il y a vraiment quelque chose d'important en fait, on peut passer à côté et ça peut être dangereux, sachant qu'en hypnose il y a toujours quand même une part de conscient qui reste là et où la personne peut à un moment se dire non stop, j'arrête quoi en fait, mais voilà, il faut quand même que ce soit bien reconnu et c'est pour ça que maintenant il y a le syndicat national des hypnothérapeutes qui a été créé en France, qui est un annuaire où à partir du moment où on est référencé dessus, il y a une légitimité à ce que les gens puissent venir quoi, en fait. Alors en combien de temps en moyenne un hypnothérapeute peut plonger un patient dans un état hypnotique? Là, ça va dépendre des profondeurs, et des techniques également utilisées. On peut juste partir sur les 5 sens de la personne et elle peut partir très rapidement. D'autres, il va falloir un peu plus longtemps. Et moi, je sais que j'utilise dans ces cas-là comme des contes, des histoires qui permettent à la personne de rentrer. Mais moi, je pense que c'est, enfin, de par ma pratique, c'est entre 15 et 30 minutes, avec une moyenne d'à peu près, allez, 15-20 minutes quoi, en fait. En général, c'est ça. Parce que nous, en moyenne, c'est à peu près 5 à 10 minutes. Après, ça, bien sûr, comme vous, ça va dépendre des personnes qu'on a. Mais parmi les plus réceptifs, moi, je sais que je connais quelqu'un qui est très réceptif. Je peux le plonger en 3 minutes, par exemple. C'est ça. Et encore, en prenant mon temps. Je sais que quand je l'ai réinduit quelques heures plus tard, en 30 secondes, c'était réglé. D'accord. Alors c'est ça en fait, c'est que je m'aperçois, moi, au fur et à mesure que l'on voit la personne, elle s'habitue à une voix aussi, à une méthode, et elle a beaucoup moins de peur, en fait, beaucoup moins de frein. Donc une personne qui a pu mettre 20 minutes la première fois, en l'espace de 10 minutes la deuxième fois, elle part, et comme vous dites, au fur et à mesure, au bout de 3 minutes, elle peut partir, en fait. C'est l'habitude qui va faire que le subconscient et la conscience se disent, on peut y aller, on connaît, quoi, en fait. Alors, dernière question. Peut-être que j'en aurai d'autres s'ils y pensent, mais là, est-ce que ça serait pas plus intéressant pour les hypnothérapeutes d'utiliser les techniques d'induction d'hypnose de rue, sachant qu'elle peut être plus rapide? Sachant qu'elle peut être plus rapide. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Je sais que de par ma formation en école en Suisse, on pouvait nous apprendre un petit peu, alors pas le 1, 2, 3 en regardant les yeux et on fait les mouvements et ça comme vous pouvez faire, mais ça peut être, oui, pour engourdir un membre par exemple, on peut aller au plus rapide avec une voix et une intonation rapide en fait, pour plonger la personne tout de suite comme ça. Mais bon, je pense qu'il faut, j'ai pas la différence, mais je pense qu'il faut quand même laisser à la personne le temps de bien rentrer en elle pour aller chercher ce qu'on a besoin. Après, l'hypnose de rue, on va dire, même si on fait ça doucement et qu'on s'adapte à la personne, on fait ça assez brutalement dans l'ensemble. C'est vraiment très rapide, c'est des gestes très rapides, voilà, c'est tout le temps le garder en attention, tout le temps le garder en alerte. C'est vrai que... Ça va être beaucoup plus dur et je pense beaucoup pour quelqu'un qui vient pour en plus une première fois, ça peut être choquant en thérapie en fait. Donc je ne sais pas si certains collègues ou confrères de ça en France le font, mais
Mais nous, on nous apprend avec une méthode qui est quand même, voilà, à aller doucement pour les plonger dans Moi, la j'ai juste entendu parler d'un hypnothérapeute sur Paris qui utilisait un peu de technique d'hypnose de rue pour induire très rapidement. Ouais. Comme ça, il gagnait du temps sur ses séances. Et bon. Après, ça dépend. ça dépend, voilà, exactement. Après, peut-être que oui, ça fonctionne, hein, mais j'avoue de ne pas l'avoir appliqué, en fait. Donc voilà. D'accord. Bon, bah, du coup, je pense que c'est à peu près tout. Hein. Ouais. Qu'est-ce que. Si on avait dit. Bah si, oui, les applications. On a dit, voilà, l'hypnose de rue, ce que ça apporte, mais on l'a un petit peu évoqué. C'est à la personne de se rendre. Ah non, c'est bon. De se rendre compte Bah, déjà, c'est démystifier l'hypnose. Voilà. C'est émerveiller la personne, principalement. Et surtout un peu Enfin, c'est l'aider un peu plus tard. Par exemple, quand il y a une personne qui bloque sur des suggestions, bah, il existe quelques techniques pour débloquer la personne. Parce qu'en fait, c'est sa petite voix dans sa tête qui lui dit « Non mais je peux pas faire ça, c'est impossible que ça marche, machin ». Nous, on a des techniques pour contourner ça et pour mettre la voix off de côté, des techniques qui peuvent être utilisées en hypnothérapie. C'est la technique justement de personnifier la conscience et après, plus tard, la ranger de côté. D'accord. On lui dit, bah, ta conscience donne-lui une forme, une couleur, un peu comme vous faites. Voilà. Et après, on lui dit, bah, alors elle prend énormément de place dans ta tête, essaye de la faire rétrécir et de la mettre de côté dans une cage. Et après, en utilisant cette métaphore, généralement la personne est débloquée et elle accepte plus simplement et plus facilement les suggestions. D'accord, ok. Ça, c'est une technique qu'on utilise et qui se rapproche un peu de l'hypnothérapie. Et après, la personne se dit, bah oui, ça veut dire que je faisais un blocage et maintenant que je sais comment débloquer, voilà, je peux l'utiliser tout le temps. Mais les suggestions que vous allez donner, en fait, dans la rue, ça va être pourquoi Plus pour faire rire la personne. D'accord, ok. Bah, en fait, c'est émerveiller, faire rire la personne, principalement. Contrairement à l'hypnose de spectacle, qui est de faire rire le public et après la personne. Là, c'est l'inverse, c'est faire rire la personne et automatiquement, ça va faire rire les personnes autour. D'accord, ok. C'est des choses tout bêtes, mais quand on lui dit, par exemple, t'as les pieds bloqués et qu'ils trouvent ça ridicule et qu'ils en rigolent, c'est qu'on a réussi notre coup. Voilà, après, s'ils sont gênés, s'ils disent qu'ils en ont marre d'avoir les pieds bloqués, alors au fond d'eux, ils acceptent les suggestions, donc c'est que ça les émerveille, ça leur fait quelque chose. Mais j'ai déjà eu le cas d'une personne que j'ai hypnotisée, à force de lui faire des catalepsies, tout ça, elle disait j'en ai marre, mais c'est un peu sur le ton de la rigolade. Mais ça se voyait qu'elle en avait marre, donc du coup j'ai arrêté la séance là et j'ai réveillé. Ouais. Ok, tiens. Bon, c'est bien, on a fait le tour. Je pense que c'est bon. Exactement. Bon, bah merci. Si vous voulez me voir en transe hypnotique, venez voir la deuxième partie de cet épisode de Voyons ça. Si vous avez aimé, faites-le nous savoir dans les commentaires, laissez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Chères ladies et chers gentlemen, c'était le LNG. Au revoir.